On peut être performant en étant en colère. On pourrait avoir tendance à penser que les émotions, il ne faut pas s'en occuper, les laisser de côté. Je pense que vous l'avez parfois entendu, on laisse les émotions de côté, on les laisse au vestiaire, on s'en occupe pas. La réalité, c'est qu'on peut difficilement, voire peut-être pas, faire ça, quoi. Quand vous arrivez sur la piste, vous arrivez avec. Donc l'idée, c'est plutôt comment je les régule, comment je les gère pour performer avec mes émotions. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Talmental. Aujourd'hui, on est dans un très beau lieu. On est au stade Pierre Quinon à Nantes. Pour une vidéo un peu spéciale, on va être avec Marie Gomez qui va nous montrer comment elle peut intervenir auprès d'athlètes en lien avec la Fédération française d'athlétisme sur tout ce qui touche aux compétences psychosociales. Je suis psychologue clinicienne de formation et j'interviens principalement, presque exclusivement avec des sportifs de haut niveau depuis plusieurs années. C'est un programme qui est mis en place avec la Fédération française d'athlétisme, mais vous en saurez plus, on va tout vous dire. Donc dans la continuité de la semaine dernière, donc pour ceux qui étaient présents, on a travaillé dans le cadre des ateliers sur les compétences psychosociales. Donc l'idée, c'est de vous équiper pour traverser, faire face à tout ce qui peut vous attendre comme défi dans votre carrière de sportif et d'homme et femme après. Aujourd'hui, c'est plutôt orienté émotion. L'idée, c'est la même, c'est de travailler tout en passant un bon moment ensemble et que ça puisse être ludique et qu'en même temps, vous soyez au travail sur tout ça. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir assister à une de tes séances. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux expliquer en quoi consiste justement cette intervention auprès de ces athlètes ? L'idée, c'est d'accompagner les athlètes dans le développement de compétences, donc vraiment dans un travail de prévention, En tout cas, mon point de vue, c'est que plutôt que d'attendre qu'il y ait des problèmes, c'est de les aider à développer des compétences, à les équiper pour qu'ils puissent faire face aux situations qui sont celles des sportifs de haut niveau. Et nous avons Émilie qui aussi nous a rejoint. Donc, je te laisse te présenter, ça sera plus simple. Bonjour Émilie, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Émilie Chamagne, je suis psychologue et référente dimension mentale à la Fédération française d'athlétisme. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on fait là aujourd'hui ? Alors, vous êtes les bienvenus, effectivement, dans un atelier qui est très important pour moi parce qu'une de mes missions à la FFA, c'est l'écriture et la mise en place d'un programme dimension mentale au sens large, qui amènerait, on va dire, les entraîneurs et les athlètes à être plus performants. En général, dimension mentale, c'est autant la psychologie que la préparation mentale. Petit rituel de début de séance, je vous avais dit un peu la dernière fois, mais c'est pour rentrer aussi dans le travail. Il y a un certain nombre de cartes derrière vous, et l'idée, c'est d'aller trouver la carte qui va représenter votre humeur du moment. Allez, Simon, c'est parti. Moi, j'ai pris cette carte. Moi, ce que je vois là-dessus, c'est un tourbillon qui représente un peu toutes mes idées en ce moment, plein de choses, plein de projets dans ma tête, mais que je suis en train de faire sortir, parce que là, c'est pas le moment de réfléchir à ça, et que du coup, je laisse s'en aller. Voilà. Moi, j'ai interprété ça comme un bonhomme de neige qui est sous, je pense, un rayon de soleil. Je trouve que c'est un petit peu, moi en tout cas, comment je me sens en ce moment. C'est que j'ai tout, on va dire, pour être heureux, pour être sous les feux et les projecteurs, mais vu que c'est quelque chose qui me tombe un petit peu dessus, c'est limite, ça me fait peur. On voit que le petit bonhomme, il est triste alors que il est sous la lumière. C'est un peu comment je me sens en ce moment. Moi, j'ai choisi cette carte-là. Elle représente un peu ce que j'ai dans la tête, donc en fait, un peu beaucoup de questionnements. Mais on y voit quand même ce petit flambeau-là, qui représente quand même l'espoir que tout ça, tous les questionnements-là reviennent en ordre et tout ça. On est nombreux, donc on va faire 2 groupes pour travailler sur l'atelier d'après. Point hyper important que je voulais voir avec vous, cette séance est mise en place dans un contexte spécifique. C'est-à-dire que c'est Marie qui connaît les athlètes et qui a programmé ça avec Émilie pour pouvoir répondre à des besoins bien spécifiques en lien avec les compétences psychosociales. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si vous êtes préparateur mentaux ou psychologue, l'idée de cette vidéo, c'est pas de faire un copier-coller, de prendre ce qui a été fait et de le mettre en place dans votre structure. Non, c'est plutôt de comprendre comment on peut développer différents ateliers, différentes façons de mettre en avant ces compétences psychosociales auprès d'athlètes dans un contexte, encore une fois, qui est très spécifique. L'idée, ça va être d'être sur un Time's Up émotion. Donc en fait, il va y avoir des cartes comme dans le Time's Up avec des émotions dessus. Le premier tour, vous allez commencer tout de suite par devoir mimer l'émotion que vous avez et tous les autres doivent essayer de deviner.
Deuxième tour consistera à faire deviner la carte que vous avez en racontant une situation dans laquelle vous avez vécu cette émotion. Et les autres devront essayer de trouver de quelle émotion on parle. Et le troisième tour sera encore différent. Il s'agira de choisir la carte de l'émotion qui vous met le plus en difficulté. Et les autres vous donneront des situations dans lesquelles ils ont été confrontés et comment ils ont fait pour réguler cette émotion. Tu parles justement de connaître les émotions. Aujourd'hui, tu l'as mis en forme, enfin, tu l'as utilisé sous forme de jeu. Oui. Est-ce que c'était volontaire? Oui, toujours, ouais. Je pense qu'ils ont besoin d'avoir des espaces où ils apprennent et ils travaillent de façon ludique, où voilà, ils peuvent avoir l'impression qu'ils se sont bien amusés, ils ont passé un bon moment ensemble. Donc ça permet aussi de retravailler les dynamiques collectives indirectement et d'apprendre. Et je pense qu'on apprend bien plus quand on joue, quand on est dans ce partage, dans le côté ludique, que sur quelque chose de très descendant. Tu dois nous faire deviner cette émotion. Effroi. Frustration. Tu peux te lever, hein. Anxiété. Non, Impatience. Vas-y. Envie? non. L'espoir. Ouais, c'est ça. Et ça va quelque chose. Ah, c'est ça. Espoir. Sympathie. Oui, sympathie. À votre avis, pourquoi on fait ça? Connaître les émotions. Ouais. Ouais, pouvoir les différencier et même savoir lesquelles sont plutôt positives et plutôt négatives. Ok. Ah, de repérer si c'est agréable ou désagréable, on l'a tout de suite. Ok. Et sur cette notion de positif, négatif, t'en penses quoi? Tu trouves qu'il y a des émotions qui sont positives et des émotions qui sont négatives? On a entendu pendant la séance parler d'émotions positives et négatives. Certains savent que c'est des termes qu'on essaie de pas trop utiliser, notamment avec les dernières études sur les émotions. On parle plutôt d'émotions agréables ou désagréables. Toi, comment tu traites le sujet lorsque, justement, des sportifs, parce que c'est vrai que dans le langage commun, on va très souvent utiliser ces termes-là, d'émotions positives, par exemple, à laquelle on pourrait mettre la joie, et négatives comme la colère. Comment toi, tu arrives justement à, sans brusquer la personne, mais lui faire comprendre que c'est pas forcément ces termes-là qui sont les bons? L'idée, c'est de les amener à avoir une réflexion là-dessus, donc en ouvrant quelques questions pour vraiment identifier en quoi ça serait négatif, en quoi ça serait positif, pour qu'ils puissent arriver sur d'autres termes. Après, c'est des choses qui sont très ancrées, donc il faut aussi accepter que ça prenne du temps, que même s'ils valident cette idée plutôt d'agréable et désagréable, on peut se retrouver après avec des mots qui reviennent par habitude, par culture, pour que ça ait du sens pour eux, ces termes-là. Petit aparté. Si ce genre de vidéo t'intéresse, sache qu'on organise le 6 mai une soirée en présentiel autour de la santé mentale et de la performance dans le football de haut niveau. Pour ça, on aura deux invités exceptionnels, Clément Lecos, qui est psychologue du sport au Paris Saint-Germain, et Emmanuel Laurent, directeur médical de la Fédération française de foot. Rien que ça. Bref, toutes les infos sont dans la description. Je te laisse avec la vidéo. Et si on peut les mimer, les émotions, c'est pourquoi? C'est des réactions. C'est des réactions qui peuvent se voir, en fait, qui font qu'à un moment, on va avoir un langage des émotions, même si on n'en parle pas, on va pouvoir les voir et les percevoir. Par contre, on les interprète pas tous exactement de la même façon. C'est-à-dire que sur le même message, on va mettre une lecture différente. Donc, c'est aussi la vigilance à avoir par rapport à ça. Donc, on retient réaction, on retient le point d'interrogation agréable, désagréable, positif, négatif, et on retient le langage corporel, l'interprétation et le langage corporel. On passe au deuxième tour. Et justement, dans le sport, on parle souvent du fait de réguler ses émotions ou de gérer ses émotions. Concrètement, s'il y a des personnes qui ne savent pas comment faire et qui regardent cette vidéo, quels seraient tes conseils ? Alors, des stratégies, je pense qu'on en a tous plein. Parfois, on les identifie même pas forcément. Et c'est aussi le travail là, de la troisième étape, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ont déjà des stratégies de régulation qu'ils vont utiliser, qu'ils vont trouver plus ou moins efficaces d'ailleurs. Le point de départ, c'est de connaître les émotions, de les reconnaître, de les valider. Je pense que ça, ils l'ont tous quand même maintenant acquis. Et après, c'est qu'est-ce que j'ai à ma disposition, quel outils moi je vais développer pour réguler ça, en sachant qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais outils, mais que eux vont pouvoir s'approprier les choses, tester des choses et garder ce qui va être utile pour eux. Je dois raconter un truc. Où tu as eu cette émotion? Pour la demi-finale des championnats d'Europe, pour passer en finale, il fallait être dans les 3 premières de la demi. Il y a une nana qui a fait le même temps que moi. Donc on est toutes les deux arrivées 3e. Sauf qu'en fait sur le cassé on voyait pas mon épaule. Donc en fait ils ont choisi la nana parce qu'on voyait son épaule plutôt que moi. Injustice. Non. La frustration. C'était il y a longtemps, en 2022, quand j'ai fait champion d'Europe.
2 semaines après, il y avait les championnats de France cadets. La régie du stade qui m'avait invité pour parler à la radio. Dans les 10 premières secondes, déjà j'étais hyper stressé à l'idée d'y aller. J'ai bégayé et il n'y a aucun mot. J'ai parlé mais il n'y a aucun mot qui est sorti pendant 10 secondes de ma bouche avant que je puisse vraiment dire quelque chose. Anxiété? Honte? Oui. Ouais. Quelle place tu accordes à la recherche scientifique dans ton approche? Alors moi, j'aime beaucoup travailler avec les labos de recherche sur ces sujets-là et co-construire aussi ce genre de travail. Là, ce jeu-là, il a été pensé à plusieurs, en fait. On l'a aussi réfléchi avec l'université pour d'autres interventions. Donc, je l'ai vu faire par d'autres professionnels aussi et après, on se l'adapte tous à ce qu'on est et à comment on le fait vivre. Mais c'est important pour moi que les propositions soient derrière évaluées. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on met en place les aide vraiment dans nos objectifs qu'on s'était mis au départ, mais aussi dans leur cursus? Qu'est-ce qu'on peut retenir du coup par rapport à ce passage-là? Je trouve que même si c'est une émotion qu'on comprend et qu'on a déjà, on voit en fait ce que ça peut être, des fois on a du mal à trouver un exemple dans notre vie. De l'associer, t'as trouvé ça difficile d'associer l'émotion à une situation? Ouais. Okay. Dans une situation, on pouvait retrouver plusieurs émotions Ouais. que les gens donnaient. Donc une seule situation peut réveiller plusieurs émotions. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous repérez les émotions de base, ce qu'on appelle les émotions de base, est-ce que vous les connaissez? On a parlé des émotions primaires, donc avec la joie, la peur, la tristesse, la colère, le dégoût et la surprise. On peut rajouter la surprise. Peut-être qu'on peut la rajouter. Est-ce que tu pourrais nous dire combien il existe d'émotions au total, si on les prend toutes en compte? Franchement, moi je sais qu'en cabinet, des fois j'utilise la roue des émotions pour les aider à affiner. Il y en a un nombre quand même incalculable. Et puis des fois il y a des discussions aussi pour savoir si quelque chose est une émotion ou pas. Enfin, je sais que j'ai des fois des discussions avec des collègues ou même avec des sportifs. Donc le nombre exact, non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Et c'est pour ça que j'aime bien qu'ils connaissent les pôles émotionnels, comme ça les permet quand même de ranger dans le pôle émotionnel. Ouais, c'est ça. Mais vice versa, c'est un bon film pour les émotions. Enfin, ça éduque bien quand même. Donc il y a les émotions de base et après, en effet, on va avoir des nuances forcément qui permettent de préciser. Mais on peut les rentrer dans les pôles émotionnels. Si on repense à agréable, désagréable, là, sur toutes ces émotions, combien d'agréables, combien de désagréables? Une agréable, 4 désagréables. Alors la question n'est peut-être pas évidente, mais en quelques mots vulgarisés, comment fonctionnent réellement les émotions? Ok. Alors là, les idées principales, en fait, c'était vraiment de les aider à capter que c'était des réactions et que c'était des messages, en fait, qui pouvaient être intéressants pour eux dans leur cheminement. Donc vraiment cette idée de réaction, moi je travaille beaucoup en fonction des besoins, comprendre les déclencheurs et les besoins qui sont associés à ces émotions pour qu'ils y voient le côté positif finalement du message. Un message transmis par le cerveau qui aurait déjà compris quelque chose et qui nous passe une information un peu comme un tableau de bord. Et sur ce tableau de bord, j'ai des voyants qui s'allument et si je comprends ces voyants et que j'arrive à en comprendre le sens, c'est extrêmement positif pour moi et pour continuer à avancer, quoi. Est-ce que vous avez une idée d'à quoi ça peut servir tout ça? Pourquoi on a ces émotions-là? L'instinct de survie. Instinct de survie, ok. Donc par exemple, si on prend la peur, ton cerveau t'envoie de la peur, qu'est-ce qui te donne comme information? Il m'indique qu'il y a un élément qui vient me perturber. Ok. Une menace, Ouais. une anticipation, Si on réfléchit en termes de besoins, la peur, elle viendrait te dire que tu as besoin de quoi? d'être rassuré. Ok, de sécurité. Donc en fait, ou de te rassurer, c'est la même chose. Donc en fait, ces émotions désagréables, elles sont pas forcément négatives parce qu'elles viennent te donner une information sur un de tes besoins. Et donc si tu agis sur le besoin, normalement l'émotion, elle diminue. Okay. Par contre, quand on parle de positif et négatif, je pense qu'on parle plus de nos comportements. C'est-à-dire quand on est en colère, par exemple, ça peut nous dire qu'on a besoin d'être respecté, mais les comportements qu'on peut avoir peuvent être, eux, négatifs. Ça, c'est négatif. Je me suis retrouvé. Ouais, on pourrait avoir tendance à penser que les émotions, faut pas s'en occuper, les laisser de côté. Puis il y a eu tout un moment où on est aussi, enfin moi je pense que vous l'avez parfois entendu, on laisse les émotions de côté, on les laisse au vestiaire, on s'en occupe pas. Bon, la réalité, c'est qu'on peut difficilement, voire peut-être pas, faire ça, quoi. Quand vous arrivez sur la piste, vous arrivez avec, hein. Donc l'idée, c'est plutôt comment je les régule, comment je les gère pour performer avec mes émotions,
plutôt que de les... Donc pour performer avec, il faut être lucide sur ses émotions. Et c'est un peu tout ce travail-là de lucidité pour faire avec et pas les subir et se prendre les pieds dedans si on ne sait pas trop de quoi on parle, quoi. On peut être performant en étant en colère. On arrive après à comment on régule ça et sur quoi on met son attention. On enchaîne, Léa. Donc tu choisis celle qui te met le plus en difficulté. On parle beaucoup de l'aspect mental, de la dimension mentale. On voit que c'est de plus en plus médiatisé. On sait qu'il y a de plus en plus de structures qui veulent amener cette dimension-là dans leur programmation. La préparation mentale, il n'y a pas pour l'instant de diplôme légalement reconnu qui permette d'exercer ce métier-là. Est-ce qu'il y a des dérives justement dans le milieu sportif? J'imagine que oui. Il y en a eu beaucoup à un moment. Je pense que les connaissances aussi font qu'il y a aussi de très très bons professionnels et que l'idée c'est de les connaître et puis de leur donner la place qu'ils doivent avoir dans les structures. C'est hyper important pour les sportifs parce que ça peut être aussi un danger potentiel pour eux, hein. Donc ne serait-ce que pour les protéger, et c'est sûrement là la priorité, d'avoir un cadre de diplôme et qui structure, ça me semble important. Après, tout le travail éthique et déontologique aussi, qui est vraiment le point de départ de toute façon d'un lien professionnel de qualité avec tous les sportifs. Vous avez évoqué plein de stratégies, hein, donc décharger, conscientiser, prendre la décision de se mettre à distance, éviter. Parfois, éviter, c'est la bonne décision, hein, en fonction de ce qu'on observe. La honte, ça allait dur. Tu vas avoir honte sur cette situation-là, les gens ils l'auraient oublié, dans 10 minutes ils ont oublié. Toi tu vas y repenser, mais bien, oui. moi je pense à quand mon esprit il revient sur des trucs, souvent en plus le soir dans mon lit, je dois dormir, et tout d'un coup j'ouvre les yeux, je dis ah j'avais trop la honte à ce moment-là. Mais je trouve ça un peu à l'humour au final. Donc. C'est une stratégie aussi. Quand on n'est pas très à l'aise, c'est une stratégie qui fonctionne plutôt bien. Hein. Comment t'as fait quand t'as bégayé, toi? T'as géré ça comment? J'ai respiré. Respirer. Je commence à parler et j'ai fait comme si les 10 secondes n'avaient jamais existé. Parce que ces gens, au final, ils ont même pas... Tu vois, nous, on n'avait même pas capté que c'était de la honte que t'avais en plus. À ce moment, je me suis dit, mais j'ai parlé et j'ai dit aucun mot pendant 10 secondes. Je me dis, mais à la radio, en direct, il y a je sais pas combien de gens qui m'ont entendu. Peut-être que l'idée, c'est plutôt de regarder tes ressources d'adaptation et de te dire que si tu te retrouves face à ces situations-là, tu as des compétences, en fait. Tu sais faire, c'est ce qu'on essaie de te dire, tu sais faire. Tu as des compétences pour faire face à cette situation. On peut pas te dire que ton start va être comme tu veux, on n'en sait rien. Par contre, on peut te dire que tu as les ressources pour t'adapter en fonction des starts que tu auras. Ouais. Et c'est plutôt c'est comme ça que tu vas obtenir de la sécurité. Si tu mets de la sécurité en disant ça va aller, c'est pas important, ça sera comme je veux, ça marche pas. Parce que ton cerveau, il sait que tu lui dis des trucs qui sont pas tout à fait justes. Par contre, si tu mets de la sécurité sur quoi qu'il se passe, j'ai développé des compétences, des ressources pour faire face, là, tu auras un petit peu plus de sécurité. S'il y a des athlètes qui nous regardent aujourd'hui et qui justement cherchent à se faire accompagner sur la dimension mentale, quels conseils tu pourrais leur donner pour qu'ils puissent affiner au mieux leur recherche? Il y a de plus en plus de répertoires ou de professionnels. Alors, c'est des listes non exhaustives parce qu'il faut se présenter finalement pour être dedans, mais je pense que c'est quand même important de se renseigner. Il y a l'ANS, les MRP qui font des listes maintenant par région, les fédérations directement aussi qui de plus en plus accréditent ou répertorient les professionnels. L'objectif, c'est avant tout de protéger les sportifs, de prendre le temps de demander aussi. Je pense qu'il y a de plus en plus de ressources dans les fédés qui peuvent réorienter, donc il faut demander en fait, il faut se renseigner. On va faire un petit tour entre tous et l'idée c'est de vos échanges. Qu'est-ce que vous gardez en sortant d'ici? Qu'est-ce que vous jetez? Et qu'est-ce que vous offrez à un ami? Ce que je garde, c'est qu'une situation peut engendrer plusieurs émotions. Ce que je jette, c'est de pas regarder ces émotions en face. Moi, ce que je garde, ça va être nos échanges constructifs, que chacun réussit à parler à cœur ouvert sur ce qu'il ressent et sur ce dont lui pose problème. Ce que je jette, c'est plus les a priori qu'on avait sur soi, donc d'assumer ses émotions et puis d'être honnête avec soi-même et puis de se moquer du regard des gens par rapport à ses émotions. Ce que je garde, c'est que vous avez déjà pas mal de compétences psychosociales en vrai et que ça, c'est chouette de vous entendre et de voir que vous avez déjà développé plein de stratégies. Ce que j'offre à un ami, c'est la présence et l'écoute. Ouais. Merci beaucoup. Merci.
Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, de commenter ou encore partager. C'est un plaisir pour nous de faire ce genre de contenu. Marie, merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin, si tu as le moindre message à adresser aux personnes qui nous regardent. Que la psychologie du sport ou la psychologie tout court, c'est pas que quand ça va pas, et que finalement on peut travailler en amont pour que ça aille et que ça continue à aller. Donc on n'est pas obligé d'attendre d'avoir des difficultés pour aller explorer ces sujets-là. Merci beaucoup Marie. Si vous êtes préparateur mental ou psychologue du sport et que vous souhaitez partager votre pratique, n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de votre demande. Et pour nous, ce serait un plaisir de pouvoir collaborer avec vous pour mettre en avant votre travail.